C'est désormais acté en Guinée-Bissau. La présidentielle, dont le premier tour s'est tenu le 24 novembre, a révélé pas mal d'enseignements. Le premier, c'est bien l'absence du président sortant et candidat à sa propre succession du second tour, et qui se dessinait déjà au plus fort de la campagne. José Mario Vaz n'aura donc pas réussi à convaincre les Bissau-Guinéens de lui faire à nouveau confiance. L'autre enseignement, c'est que la guerre au sommet qui oppose le président sortant au chef du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, a encore tourné à l'avantage de ces derniers avec 40,13% des suffrages exprimés. L'ancien Premier ministre sera opposé à un autre ancien Premier ministre, Umaro Sissoko Embalo, qui a recueilli 27,65% des voix. Selon des résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Le scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur a déjà reçu l'aval de la CEDEAO ou encore de l'Union africaine. La première, très impliquée dans la crise qui a paralysé le pays depuis des années, mettant en garde contre tout coup de force. Quelles leçons tirées de la tenue de cette élection? La crise qui secoue la Guinée-Bissau depuis des années est-elle en train de définitivement lui tourner le dos? Quelle lecture faire de la position de la CEDEAO dans cette crise? Enfin, y a-t-il des réformes à faire afin que la classe politique ne prenne en otage parfois tout un peuple et ses besoins? Pendant autant d'années, Guinée-Bissau, tenue du premier tour de la présidentielle, enfin l'épilogue de la crise politique, la question sera posée. C'est le thème donc de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, Dionne Lukossou, bonjour. Panafricaniste, grand militant des droits de l'homme, vous êtes ancien secrétaire général de la CSA. Un plaisir de vous avoir. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être là pour cette actualité qui, on va dire, a tenu quand même en haleine quelques mois, quelques années même, tout un continent. Aujourd'hui, on semble voir un peu plus l'éclaircie. La première information, c'est donc la confirmation d'un second tour. Au vu des scores, on a quand même l'impression que plusieurs formations, on va dire, se tiennent, comme qui dirait, dans un mouchoir de poche. Oui, au fait, il faut dire que je voudrais insister sur une leçon particulière. Pour gagner une élection présidentielle, il faut avoir une infrastructure électorale. Qu'est-ce qu'on appelle infrastructure électorale? Un parti politique implanté dans le pays. Au fait, c'est la leçon que le président doit recevoir. Lorsque vous perdez le soutien de votre parti politique, même si vous créez un parti politique, c'est pas évident. À moins que ce soit dans la pagaille un peu en Grande-Bretagne, c'est pas évident que vous créez un parti politique à la veille des élections et que cela peut vous permettre de gagner. Il faut implanter une infrastructure électorale dans le pays. Il faut que beaucoup comprennent ça, parce que beaucoup pensent qu'il suffit d'être populaire dans les médias pour être candidat à une élection et gagner. Non, il faut une infrastructure électorale dans le pays pour surveiller le vote, pour aller vers les gens, pour que des visages connus aillent vers les gens et tout ça. Donc, la première leçon à tirer qui confirme ce qu'enseignent toutes les grandes écoles de stratégie, c'est que pour gagner une élection, il faut avoir une infrastructure électorale. Vous prenez le Sénégal, Youssou N'Dour est l'un des hommes les plus populaires du Sénégal, mais il n'a pas dépassé 5%. Donc, ça s'est passé dans beaucoup de pays comme ça, où, vous avez vu, la première fois où George Weah a été candidat, ça n'a pas donné le résultat escompté. On va dire qu'il a gagné dans les urnes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas travailler seulement dans les urnes, il faut qu'il soit déclaré président. Et tout ça, ça fait partie du processus. Donc, première leçon, c'est qu'il faut avoir une infrastructure électorale. Je voudrais profiter pour dire à tous les opposants africains, il ne faut pas rester dans les capitales et crier pour dire il y a fraude. Non, implantez-vous dans tout le pays pour que tout le pays puisse voter, tout le pays puisse être surveillé pour que vous puissiez gagner une élection. La deuxième leçon, c'est que je me réjouis de cette intervention de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un pays, dans un pays qu'on envie tous. Voilà une CEDEAO qui dit, pas de coup d'État. S'il y a coup d'État, nous avons une armée sur place, on va frapper. Et ça, je voudrais que les institutions de la sous-région, lorsqu'ils font du bon travail, qu'on puisse le dire. Deuxième chose, le président a voulu faire un coup de force. La CEDEAO a dit, le Premier ministre bizarre, là, on lui donne 48 heures. Et il a senti, il a vu. Et je voudrais saluer aussi sa sagesse de constater que là, c'était grave.
Parce que s'il ne laissait pas là, il allait sentir garçon, comme Yaya Jammeh. Donc bref, je crois que cette CEDEAO mérite d'être félicitée, renforcée dans ses attributions pour qu'ils aillent encore ailleurs. Voilà, alors ce sera donc un second tour entre Domingo Simões Pereira et Umaro Sissoco Embalo, deux anciens premiers ministres. Le président, José Mario Vaz, n'aura donc plus ceux ici au second tour. Qu'est-ce qui explique, selon vous, du Daniel Lokosu, on va dire en griffe, l'échec de celui qui finit quatrième alors qu'il est président en exercice? Non, je crois que il a été certainement un grand dictateur ou un petit dictateur, et c'est la leçon. Les urnes lui ont démontré que un dictateur façonné ou devenu dictateur, il a toujours le rejet populaire. C'est la sanction suprême, ça. Donc, lui qui, à la veille des élections, a sauté le Premier ministre, a nommé un autre, n'eût été l'intervention de la CEDEAO, et ça allait être un fait accompli. Donc, ça a été pour lui une leçon et un échec. Et ça doit servir de leçon aux autres. Ben, je prends le compte-pied de mon ami, de mon vis-à-vis, parce que il y a des partis politiques qui ont fait des siècles, mais à un moment donné, ils ont perdu leurs élections, les élections. La preuve, Macron n'avait pas de parti politique. Et c'est à quelques mois près de l'élection présidentielle qui s'est annoncé. Il a été ministre des Finances, collaborateur du chef de l'État, François Hollande. Eh bien, et pourtant, il a démenti son élection, sa brillante élection, sans fraude. Pas émaillé de fraude, a démontré que on peut faire une bonne chose lorsqu'on est bien organisé aussi. Il ne savait pas. Maintenant, pour revenir au cas de la Guinée, moi j'ai déploré quelque chose. Pour un pays avec une population de 750 000 environ habitants, on a eu 12 candidats. Bon, on a dit que c'est la démocratie. On n'en avait pas besoin. Et vous avez vu le score écrasant obtenu par celui qui devrait être évincé. Il est venu en première position. Ça veut dire que si le deuxième tour s'organisait correctement, dans la transparence totale, c'est sûr que c'est lui qui aura le bénéfice du gain. Voilà, alors, Domingo Simões Pereira récolte donc 40,13% des suffrages exprimés. Il devra affronter notre Premier ministre, Umaro Sissoco Embalo, qui a 27,65% des voix. Mais ce second revendique déjà le soutien de nombreux candidats, dont le troisième et d'autres encore. Est-ce que, selon vous, ce second tour s'avance stratégique ou arithmétique? Non, c'est ouvert, parce que c'est un autre match. C'est une erreur de penser que j'ai 48, il suffit d'aller chercher seulement 2%. Parce que ce jeu-là fait même que parfois certains qui ont voté pour toi au premier tour restent à la maison en disant c'est déjà cuit. Donc c'est un autre match, c'est totalement ouvert. Vous vous rappelez, en Guinée, on était à 48, 15, voilà, et c'est 15 qui a gagné. Bon, donc c'est pour dire que Guinée, donc vous voyez que... Donc, c'est pour dire que véritablement le jeu reste ouvert. Il faut que les deux candidats restent vigilants et fassent campagne pleinement. Ils ont la chance de ne pas avoir le système électoral des pays comme le Bénin où on attend de donner les résultats et il ne reste que 3 jours pour faire campagne pour le deuxième tour. Je crois qu'ils ont près d'1 mois. Ça veut dire que c'est ouvert, c'est un match à recommencer et ils peuvent le faire. Mais je voudrais insister, toujours pour la raison de pédagogie, sur le fait que le cas Macron ne contredit pas ce que je dis. Macron a démissionné du gouvernement plus d'1 an avant les élections et a implanté des cellules dans tout le pays. C'est pas parce que c'est pas ça s'appelle pas parti politique que c'est un truc là. C'est un monstre qu'il a mis en place. Et non seulement ça, il a obtenu le ralliement de cellules de certains partis politiques dans plein d'endroits dans le pays. Donc, c'est comme ça. Et l'autre chose, c'est que le vote là-bas est très électronique. Donc, il n'a pas besoin lui-même de vérifier le vote dans chaque compartiment, dans chaque endroit. Ici, là,
il faut vérifier chaque vote. Il faut vérifier chaque vote à chaque endroit. Donc, le cas Macron confirme même ce que je dis, c'est qu'il faut s'organiser et s'implanter dans le pays, avoir des relais dans le pays. Vous avez vu, quand il est venu aux élections législatives et autres, vous avez vu que son monstre qu'il a utilisé pour gagner les élections est apparu maintenant. Et difficulté même de positionner les gens. Donc, je tenais à préciser ça. Donc, par rapport aux élections en Guinée-Bissau, c'est totalement ouvert. Que personne ne pense que c'est déjà fait. Voilà. Daniel Gossou, en Guinée-Bissau, comment voyez-vous ce second tour qui se profile à l'horizon entre un candidat qui a 40 et un autre 27? Mais c'est vrai, les jeux sont ouverts, mais celui qui a 40% a beaucoup plus de chances que celui qui a 25%. Bon, et puis, le président sortant, il faut voir son score. Même si il se ralliait à l'autre par esprit vindicatif, je ne crois pas qu'il puisse avoir quelque chose de potable. Maintenant, effectivement, les jeux sont ouverts. On ne rêve pas à zéro. Il faut que chacun se batte. Et je crois que celui qui a atteint 40% de pourcentage ne pourra pas croiser les bras et faire chaud là. Il doit remobiliser sa troupe. Et il y a un parti dirigé par Amilcar Cabral, malheureusement, qui a été tué en Guinée. Donc, c'est vrai, c'est 2 Guinées. Il y a 3 Guinées en Afrique. Mais l'autre Guinée, ce qui s'est passé, c'est la fraude. On ne peut pas partir de 15% et revenir à 50 et quelques pourcents. Ça, il faut manifestement, il y a une fraude. On ne doit pas comparer les deux cas. Donc, je pense que même quelle que soit l'ouverture du jeu ou des jeux, le candidat qui a déjà réuni 40% des suffrages, il a beaucoup plus de chances. Voilà. Alors, l'abstention est autour de 25%. Est-ce que, selon vous, c'est une lassitude que cela traduit? On a l'impression que on va dire, les besoins du peuple de Guinée-Bissau ne sont pas forcément pris en compte par la classe politique. On a beaucoup entendu parler des difficultés du peuple. On parle de la majeure partie de la population qui vit avec moins de $2 par jour. Aujourd'hui, on a plus de 25% de personnes qui ont décidé de ne pas aller voter. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? D'abord, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que cette affaire de moins de $2 égale pauvreté, là, bon, qui a calculé? Parce qu'en réalité, je crois qu'avec notre train de vie ici, moi je suis allé à Porto-Novo, j'ai voulu manger haricots chauds la nuit, on est allé manger, le plat était à 100 francs. Donc, avec $1, si tu prends un plat de haricots le matin, un plat de haricots à midi et le soir, ça veut dire qu'on peut vivre aisément. Je tenais à dire ça, parce qu'un jour, le professeur Théoïdi, à l'époque ministre du Plan, paix à son âme, était venu lancer le truc de développement des Nations Unies là. Et les journalistes lui demandent, mais professeur, vous êtes fier de venir lancer un document qui dit que le Bénin est avant-dernier? Il dit, mais pourquoi vous raisonnez comme ça? Et vous ne savez pas que c'est eux qui ont choisi les critères et que c'est normal qu'ils soient devant. Alors, changeons les critères. Prenons le nombre de manifestations le week-end, le nombre d'enterrements avec bâche. Prenez ça et nous allons devenir premiers. Donc, si chacun choisit les critères, il devient premier selon ses critères. Bref, c'est pour dire que cette affaire de $2 là, moi, ça me fait rire parce que j'ai fait beaucoup de pays. Vous allez au Burkina, quelqu'un avec $1 peut vivre très bien et ne pas être pauvre par jour. Donc, revenons à là-bas, 25% pour une élection en Afrique. Quand même, vous n'allez pas vouloir 100%. Parce que l'éducation du peuple, quand la conscience du peuple, l'importance des élections, je ne pense pas, à part les pays où on a des scores soviétiques, je crois que vraiment 25%, on peut quand même comprendre que 25% de l'électorat ne s'est pas senti concerné, non pas nécessairement à cause de pauvreté et autres, parce que bien au contraire, malgré cette crise persistante, 75% pour aller voter, je crois que cela mérite vraiment d'être encouragé. Je crois qu'il y a eu une mobilisation du peuple. Maintenant, par rapport à 40%, oui, il a plus de chances, je suis totalement d'accord, parce qu'il peut même garder seulement les 40% et gagner.
Parce qu'avec le taux d'abstention qui va s'élever encore, il peut garder juste 40%. Et maintenant, avec l'abstention qui s'élève, les 40% vont passer à plus de 50%. Ça, c'est déjà une réalité aussi. Seulement, les syndicalistes ont l'habitude de dire qu'il y a fraude alors qu'ils n'ont pas fait enquête. En Guinée-Conakry, on n'a pas fait enquête. On n'est pas là-bas. On ne sait pas s'il y a fraude. On sait que c'est bizarre, mais on ne sait pas s'il y a fraude. Non. Dans tous les cas, les élections en Afrique, d'une manière générale, sont des élections manipulées, fraudées. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On a des collègues qui sont là-bas, qui nous parlent aussi. Alors, lorsqu'on me parle de 25% ou $2, ça, c'est les calculs de la Banque mondiale. Et nos gars adhèrent à ça. Nos dirigeants acceptent. Quand on annonce un chiffre bon, on dit, le Bénin a occupé tel rang, par exemple. Mais les gens relaient ça, on fait la propagande autour. Donc, 25%, ça ne doit pas surprendre. Donc, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des machins. Mais ici, il y a une machine. Le PAIGC, c'est le parti qui a combattu le colonialisme portugais. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus... qui sont en avance sur certains pays d'Afrique. Donc, c'est pas les menaces de la CEDEAO. Alors, qui ont tellement joué, moi, je ne félicite pas la CEDEAO parce que quand c'est les petits pays, on menace. Il y a 2 poids, 2 mesures. Ici, quand vous parlez de 25% d'abstention, mais chez nous ici, le 28 avril, il y a eu des élections. Et combien sont restés à la maison? Et pourtant, on a dit que c'est bon. Et on continue. Et c'est eux qui votent aujourd'hui des lois. Donc, moi, je crois que chaque pays a ses réalités. Alors, donc, moi, j'ai la confiance et la certitude que en Guinée-Bissau, ce qui s'est passé, ça va bien se passer. Ça s'est fait sans violence. Même celui qui avait menacé de destituer le Premier ministre, lui-même, il est allé et il s'est rendu compte que le ministre, son Premier ministre, est plus populaire que lui. Or, il a été exclu et il a été candidat indépendant. Personne ne s'est opposé à sa candidature. Hein? C'est la fin qui justifie les moyens. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est un calme qu'il faut saluer parce que ce n'était pas gagné d'avance, surtout avec les difficultés qu'il y a eu entre un nouveau Premier ministre nommé, un autre qui était sommé de quitter la primature. Les observateurs de la CEDEAO et de la Commission nationale électorale ont estimé que le scrutin a été régulier, constate d'insuffisance, mais aucun incident majeur observé. Insuffisances relevées ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin. Éternelle rhétorique un peu partout de toutes les commissions. Patrick Amapouillon. Déjà, au fait, je n'aime pas que les gens font croire qu'en Afrique, il y a des élections fraudées et ailleurs, il y a de bonnes élections. Il y a tentative de fraude partout. Ce qui minimise les fraudes en Europe et ailleurs, c'est que les deux camps s'organisent pour neutraliser les fraudes de l'autre. En Afrique, d'autres bavardent pendant que les autres sont en train de frauder. C'est ça qui fait que la fraude est accentuée. Sinon, dans tout pays, je vous donne un exemple. Regardez les élections primaires au niveau du parti, comment on appelle les Républicains, je crois en France, là, le parti de Sarkozy. Copé et lui, ils ont été candidats. Copé sait qu'il ne gagnera pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fraude et on dit dialogue. C'est-à-dire il fraude d'abord et comme lui, par fraude, est élu le président du parti, on dialogue maintenant et on dit partage du pouvoir. Ça veut dire qu'il a fraudé exprès pour ça. Maintenant, on n'a pas vu ça. Hein. Si c'est en Afrique, on voit. Mais ailleurs, on ne voit pas. Donc, bref, c'est partout dans le monde où il y a un être humain qui a tentative de fraude. Seulement, quand les deux camps sont stratèges, ont pris des stratèges pour neutraliser la fraude de l'autre, ça diminue, voilà, ça annule la fraude. Cela étant, quand nous prenons par exemple l'observation de l'élection, non, je crois qu'il y a quand même beaucoup de critères qui permettent de valider cette élection. Comme le secrétaire général l'a dit, quand par exemple,
quelqu'un qui a été renvoyé de son parti, et il lui est permis d'être candidat. Quand tout ça là montre quand même qu'il y a beaucoup de critères qui permettent quand même de crédibiliser cette élection. Donc je crois que globalement, on peut crédibiliser cette élection. On peut dire que pour l'essentiel, on peut faire confiance à cette élection. Voilà. Le Kosou, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Vous en parliez tout à l'heure. La position de la CEDEAO par rapport à cette crise en Guinée-Bissau. On a vu le général Francis Benzin qui a été très offensif dans ses propos. Nous avons une force d'attente. Nous interviendrons comme nous sommes intervenus par ailleurs pour rétablir l'ordre. Des propos qui ne sont forcément pas du goût du président José Mario Vaz, qui avait dit qu'il était le seul maître à bord en Guinée-Bissau. Est-ce que selon vous, il y a effectivement une politique de deux poids, deux mesures? Parce que dans beaucoup de pays, avant, donc la Gambie ou la Guinée-Bissau, il y a eu des problèmes, mais on n'a pas vu la CEDEAO parler en ces termes ou intervenir ou menacer d'intervenir. Je dois rectifier rapidement quelque chose. Allez-y. Par rapport à l'intervention de mon ami. Lorsqu'il me parle de l'élection d'un parti, c'est pas la population, c'est une frange vraiment réduite de la population. Donc ça, on ne peut pas comparer ça là à une élection nationale. Non, c'est parce que je n'ai pas voulu simplement donner des trucs, parce que ça, en Europe, tu ne déclares pas des choses comme ça sur un plateau si tu n'as pas de preuves. C'est tout. Parce qu'en Afrique aussi, on n'a pas de preuves. Donc, non. Ici, on a vu des élections. Non, on n'a pas de preuves. On a vu des élections. On a vu, mais on n'a pas de preuves. J'ai vu des élections et j'ai les preuves. J'ai des photographies où c'est des enfants de 6 ans, de 5 ans, qui sont allés voter. On a photographié. Oui, quelques cas. Oui, mais s'il y a déjà quelques cas. À l'échelle nationale, ça peut se faire. Donc, les élections en Afrique... Comme partout dans le monde. Non, pas comme partout dans le monde. C'est pas la même chose. Le cas des États-Unis. Non, mais ça, c'est pas... Je veux donner l'élection de George Bush. Non, c'est pas la même fraude. chose. C'est pas la même chose. Allez-y. Donc, les élections, je confirme que les élections en Afrique, généralement, sont entachées de fraude. Bourrage d'urne, ne peut pas mettre des machins. Bon, bref, pour la question que vous avez posée... Oui. Je vous demandais par rapport à la position de la CEDEAO par rapport à cette... Non, la CEDEAO... Bon, je vous ai dit que le syndicat des chefs d'État, ce n'est pas que... C'est pas seulement les travailleurs. Ça dépend de la position du pays. Politique de poids, de mesure, donc. Ouais. Donc, moi, j'ai vu l'intervention de la CEDEAO au Togo. Donc, si les opposants sont sur pied de guerre, il y a une raison profonde. Voilà quelqu'un qui veut briguer un troisième mandat et qu'on a désigné comme chef de délégation pour diriger. Si lui-même il a l'intention, parce que là aussi c'est une fraude morale. Donc, la CEDEAO, c'est une structure, une institution de la sous-région. On ne peut pas dire qu'elle est inutile, puisque au moins on a pu dégager un dictateur qui par caprice peut entraîner des femmes, poser des actes immoraux. Ça, on l'a fait. Mais des pays, la CEDEAO ne peut pas faire un truc comme ça. Au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, on a vu leurs limites. Donc, c'est pour cela que moi, je parle de deux poids, deux mesures. Si c'est les petits pays qu'on peut vite avaler, bon, la CEDEAO est utile. Mais si c'est des pays comme chez nous, où on a trouvé des anomalies, et puis bon, tout a été validé comme si c'était des choses normales. Donc aujourd'hui, on cherche on a beau faire un dialogue où on a écarté des gens, et
Et ça revient encore. Cette affaire du parrainage ici, c'est une sorte d'exclusion par avant qui ne dit pas son nom. Voilà. Alors, la CEDEAO prend à s'attaquer aux petits États plutôt qu'aux autres. Non, absolument pas. C'est-à-dire que la logique du SG, alors il dit tout, il dit de très bonnes choses, mais il ne met pas la lumière sur les bonnes et il met la lumière sur les mauvaises. C'est-à-dire, retenez ceci, c'est les rapports de force qui permettent à la CEDEAO d'être libre de travailler. La CEDEAO aurait intervenu ailleurs, que tous les fonctionnaires de la CEDEAO vont perdre leur poste. Parce que les rapports de force en ce moment ne permettent pas à la CEDEAO de faire son job. Là, les rapports de force permettent. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons des opposants qui pleurnichent et le SG les soutient. Il faut qu'ils changent les rapports de force. Il faut qu'ils agissent à changer les rapports de force. Parce que s'ils ne changent pas les rapports de force, vous prenez le cas du Togo, le médiateur dit arrêtez les marches et je vais trouver une solution. Non, nous on veut marcher. Que voulez-vous que le médiateur fasse? Que voulez-vous? Les rapports de force, c'est-à-dire il faut travailler de façon stratégique. Comment le Premier ministre qui est en train de devenir président en Guinée-Bissau, comment il a déplacé les pions? Parce que quand on dit syndicat des chefs d'État, si c'est le syndicat des chefs d'État, ça doit soutenir le président guinéen. Pourquoi ça n'a pas soutenu le président Bissau-Guinéen alors que c'est le syndicat des chefs d'État? Pourquoi ça n'a pas soutenu Yaya Jammeh qui est président alors que c'est le syndicat des chefs d'État? Parce que les rapports de force ont changé. Il faut qu'on travaille à modifier les rapports de force. C'est pleurnicher ne permet pas de créer l'alternance. L'alternance sera créée par des stratégies et non pas des gens qui pleurnichent. Donc la CEDEAO ne va pas aller perdre leur boulot, perdre leur job pour soutenir des gens qui sont incapables de créer les rapports de force. Maintenant, quand vous prenez le cas du Bénin, je l'ai dit plusieurs fois sur les plateaux de Sika TV. Je dis le cas du Bénin n'est pas un cas que la CEDEAO n'est pas en train de gérer. La CEDEAO gère. La Guinée-Bissau, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont commencé par menacer un chef d'État dictateur. Il y a eu des étapes, il y a eu des choses. Sur le plan diplomatique, il y a des étapes. Le Bénin est en train d'aller dans une zone rouge. Si on évite la zone rouge, la CEDEAO ne va pas intervenir. Mais si on rentre dans la zone rouge, il n'y a pas de grand pays. Lorsqu'on rentre dans la zone rouge et les rapports de force changent, il n'y a pas de grand pays. Donc il faut qu'on comprenne ça. Quand les rapports de force ont changé, en Guinée, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un président sénégalais qui était prêt à donner les troupes. C'est de ça qu'il s'agit. En Guinée-Bissau, on a eu des troupes de la CEDEAO qui sont déjà prépositionnées. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que, et je voudrais profiter, c'est pour dire que le président béninois doit faire en sorte que le Nigeria ne se retrouve pas dans le même rôle que le Sénégal en Gambie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que le Nigeria va avoir un ras-le-bol, ils vont faire comme en Gambie et la CEDEAO va intervenir. Donc, il faut qu'on comprenne que les rapports de force doivent changer avant que la CEDEAO ne puisse intervenir. Et si j'ai un conseil à donner au régime béninois, c'est que les rapports de force sont en train de changer et c'est pas bon. Il faut bien mettre de l'eau dans le vin pour pouvoir modifier les rapports de force. Non, je crois que moi, je ne me défais pas de mon idée du syndicat des chefs d'État. Même depuis l'Union africaine, on a tué Kadhafi. Ce n'est pas les Africains qui ont tué Kadhafi. C'est quelqu'un qui a tué Kadhafi, normalement. Il ne devait pas avoir la liberté, il doit être à la CPI. CPI, vous parlez. Tout à fait. Bon, donc, et en Gambie, les gens n'ont pas marché. Il n'y a pas eu de marche, de protestation, de ceci. Mais le Sénégal, se sentant près du danger, pour des raisons de sécurité, a été le premier à dire « Je suis prêt à offrir une armée, une troupe. » Bon. Le cas guinéen, je laisse d'abord Bissau, je prends Conakry. Mais on n'a pas encore commencé les élections, et on tire. On a déjà une vingtaine de personnes tuées. Morts. Est-ce que la CEDEAO a dit un seul mot? Mais les rapports de force n'ont pas encore changé. C'est comme si, c'est pas du syndicalisme à la CEDEAO. Là, c'est des actions d'État. Et c'est des fonctionnaires. Donc, c'est pas des déclarations en l'air. C'est-à-dire qu'en Guinée-Bissau, les chefs d'État ont parlé. Donc, les fonctionnaires peuvent suivre. Maintenant, le cas de la Guinée-Conakry. Mais regardez comment ça évolue.
Le président de Guinée-Conakry, là, il sait très bien qu'il est aussi en train d'aller vers les zones rouges. C'est-à-dire qu'on pense que dès qu'il y a mort quelque part, la CEDEAO va s'en mêler. Non, si la CEDEAO fait ça, elle deviendra un syndicat. Non, c'est pas ça. Elle ne peut pas faire déclaration sur tout. On ne peut pas quand même, pour sa volonté malsaine, tirer sur des gens. Oui, et la CEDEAO va documenter, va avoir les preuves. Parce que la CEDEAO ne peut pas travailler aussi sur Image Télé. La CEDEAO doit travailler sur des preuves. Les Nations Unies ont des observateurs qui sont déjà partis pour faire enquête sur ce qui s'est passé. Parce que ne pensez pas qu'il y a des morts et on ne fait rien. C'est documenté, tôt ou tard. Il y a eu des morts ici. Oui, mais tôt ou tard. En fait, je l'ai dit sur un plateau de 100% Bénin. J'ai dit, si les gens pensent que les morts d'ici là, que ça va rester comme ça, non. Les Nations Unies vont documenter ça. Tôt ou tard, ça va sortir. Donc, c'est pour dire que ça va lentement. Mais il faut que le peuple sache que les institutions internationales ne sont pas là aussi pour s'amuser. Ils travaillent méthodiquement. Et il faut en sorte qu'eux-mêmes, ils poussent à la modification des rapports de force. Parce que si les rapports de force ne changent pas, eux, ils ne peuvent pas intervenir. Donc, eux-mêmes poussent à la modification des rapports de force. Donc, c'est très important. En démocratie, quelle est la place des rapports de force? Parce que moi, je ne comprends pas. Non, le mot démocratie nous a tous mis en déroute. Parce que la démocratie, là, c'est la dictature des lois. Et la CEDEAO a des lois. Et les lois de la CEDEAO ne permettent pas que le président de la commission se lève à tout bout de champ. Parce qu'il n'est pas l'organe politique. C'est l'organe politique qui parle en premier. Vous voyez, donc, quelque part, syndicat de chefs d'État, quand même. Oui, mais syndicat de chefs d'État, vous allez voir que ça ne fonctionne pas toujours en syndicat de chefs d'État. Je me rappelle à Lomé, il y a une réunion houleuse entre les chefs d'État sur la situation togolaise. Il y a une réunion houleuse où le président togolais s'est fâché, il est sorti de la salle. Donc c'est pour dire qu'on fait croire que quand on se voit dans la salle, c'est toujours on s'embrasse et puis tout ça. Non, n'oubliez pas que dans la sous-région actuellement, il y a des clans aussi au niveau des chefs d'État. Vous prenez par rapport au CFA, vous n'avez pas vu que la CEDEAO fait une réunion au Nigeria, sur la présidence du président du Nigeria, pour parler de l'avenir de la monnaie de la CEDEAO, et le lendemain, le président Alassane Ouattara a réuni l'UEMOA là-bas pour lui répondre. Il y a des rapports de force. Donc quand on dit syndicat, c'est comme si on soit ensemble. Et quand on dit syndicat, le syndicat des chefs d'État, s'il y a syndicat, n'a pas fonctionné, c'est pourquoi Kadhafi est mort. C'est parce que ça n'a pas fonctionné. Parce que quand on les a convoqués à Paris, s'ils étaient allés à Paris pour discuter, ils auraient pu mettre sur la table le fait que Kadhafi n'est pas des points pour eux. Mais ils ont boycotté. Vous n'avez pas d'armée pour faire face et vous boycottez nos réunions. Résultat, ceux qui sont allés ont décidé ce qu'ils veulent faire. Ça aussi, c'est la faute de nos chefs d'État qui ne sont pas allés poser les rapports de force. Les rapports de force se discutent. Comment on appelle? L'Afrique du Sud a bloqué une résolution des Nations Unies seule. Bloquer une résolution des Nations Unies. Ça veut dire quoi? Si les chefs d'État africains se mettent ensemble, il est possible. Mais l'ensemble n'est pas ce que nous croyons. De toutes les façons, syndicat des chefs d'État ou pas syndicat des chefs d'État, il y a des cas où ça a lâché des chefs d'État. Nous allons revenir par rapport au cas Bissau-Guinée. Il y a encore beaucoup de choses à dire, messieurs. La victoire du PAIGC, est-ce que, selon vous, c'est un gage de stabilité? Puisque là, 6 victoires il y a donc pour le PAIGC lors de cette présidentielle-là. Est-ce que ce serait un gage de stabilité? Puisqu'on a déjà les élections législatives qui ont consacré la victoire donc, du PAIGC, qui devrait proposer un Premier ministre. Après, il y a eu encore blocage. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'aller vers, finalement, la paix des braves pour le pays? Bon, on ne peut préjuger de rien, parce que l'Afrique, c'est l'instabilité permanente. Donc, et le PAIGC, j'ai dit que c'est un vieux parti. Ils ont arraché leur indépendance à travers des mouvements, non seulement de protestation, mais à travers une guerre atroce, menée, dirigée par les frères Cabral. Donc, il a beaucoup regretté la mort, l'assassinat crapuleux du président Cabral. Bon, mais je pense que ce parti qui a conquis l'indépendance, qui a arraché l'indépendance, n'a pas croisé les bras et puis bon, ça ne s'est pas passé
dans l'amitié comme dans certains pays africains. Donc, c'est une indépendance qui leur est chère. Et le parti est ancré, c'est dans toutes les contrées du pays. Alors, donc, moi, je crois que si l'élection, le deuxième tour, confirmait la victoire du PAIGC, donc je crois que c'est le parti le plus populaire et ça doit être pour moi un gage de paix, même s'il faut prendre toujours cela avec des réserves. Voilà. Alors, pas moins de 7 premiers ministres se sont succédés sous le mandat de José Mario Vaz, sans compter le premier ministre parallèle nommé par le chef d'État qui a démissionné quelques jours plus tard. Est-ce que, selon vous, la constitution bissau-guinéenne n'a pas atteint l'âge de la réforme? Non. Au fait, vous savez, vous pouvez faire n'importe quelle constitution, mais c'est les hommes qui en font ce qu'ils veulent. Je crois que le plus important gage de stabilité là-bas aujourd'hui, c'est la force prépositionnée de la CEDEAO. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'armée sache qu'il y aura du répondant. Il faut que l'armée sache qu'il y aura du répondant. Et quand l'armée sait ça, l'armée va se calmer. Parce que vous avez vu, avec cette affaire de 2 premiers ministres, s'il n'y avait pas cette force prépositionnée, l'armée aurait déjà choisi son camp. Mais l'armée n'a pas bougé parce qu'il y a une force prépositionnée qui est capable d'agir et qui est soutenue par les Nations Unies, qui est soutenue par l'Union africaine et tout le monde. Donc, à partir de cet exemple, je crois que c'est ça le gage de stabilité. Maintenant, le fait que aussi ce soit le parti le plus structuré qui gagne les élections, ça permet encore, donc sur le plan politique aussi, ça permet, et que ce soit le parti qui a gagné l'Assemblée nationale, qui est en train de gagner les élections présidentielles, tout ça là va calmer un peu le jeu. De toutes les façons, sachez une chose, il n'y avait pas ces rapports de force au moment où il y a eu les crises. Il y a ces rapports de force aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que les chefs d'État ont décidé de créer ces rapports de force. C'est pour qu'on puisse prévenir des crises. Parce que n'eût été la force de prévention, on était rentré encore en crise. Mais aujourd'hui, on a pu régler ça. Et je crois que la CEDEAO est partie pour en tout cas, garder ce pays un peu sous contrôle. Et ça va permettre de faire cela. Et mieux, la façon dont la CEDEAO a soutenu le pays montre le soutien que celui qui a devenu président a au niveau de la classe internationale. Et je voudrais dire à tous ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles dans un pays, si vous n'avez pas des soutiens forts, vous n'avez pas de parrain là, il ne faut même pas rêver. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas rêver. Allez voir George Weah, il n'avait pas de parrain, il a plus ou moins gagné les élections, on a fait autre chose. Maintenant, il a les parrains, il est venu, il a gagné les élections. Donc c'est comme ça, c'est tout, c'est de la stratégie, c'est pas de l'amateurisme, c'est pas je suis populaire, non. Aucune constitution au monde ne dit que c'est celui qui a gagné dans les urnes qui est président. Ça dit, c'est celui qui est proclamé président. Alors faites en sorte de contrôler les institutions pour pouvoir être proclamé président. Voilà, alors mieux consacrer le principe de la séparation des pouvoirs en Guinée-Bissau, pourquoi pas une réforme de l'appareil d'État, selon vous? Non, moi, la réforme de la Constitution, ça peut aussi être source de conflit, d'instabilité. Donc, par rapport à ça, j'ai toujours marqué des réserves. Parce que il ne faut pas vouloir, comment on le dit, coucher le bébé. Et réveiller encore le bébé d'une autre manière. Alors donc, il faut qu'il y ait séparation de pouvoir. En Afrique, on parle de séparation de pouvoir, mais les pouvoirs sont souvent concentrés dans les mains d'une seule personne. Se retrouvent. Et quelqu'un qui donne des directives. Alors donc, ailleurs, nous n'avons pas inventé la démocratie. Mais quand on parle de la démocratie, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. J'ai écouté l'autre jour mon ami Joël Aïvo ici, il a dit il vaut mieux que nous ayons un état de droit qu'un état de loi. Parce que la loi peut bâillonner le peuple. Donc les lois peuvent bâillonner les citoyens. Alors donc moi je pense que après le deuxième tour, il n'y aura plus rien. Donc les troupes prépositionnées, on doit les replier. Ah non,
Mais ils ne peuvent pas rester là pendant 5 ans. Oui, ils vont rester. Non, pourquoi? Ils vont rester. Mais qui va payer? C'est la Guinée. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Les Nations Unies vont payer. Non. Patrick Aman-Pouillon, est-ce que ce n'est pas après cette élection-là, puisque la crise a quand même fait un peu plus de 4 ans, est-ce que ce n'est pas effectivement le moment de laisser les Bissau-Guinéens s'occuper de leur pays? Ah non, ce n'est pas encore sage. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est-à-dire, il faut du temps. Vous savez, il y a une troupe au Burkina qu'on a décimée, le régiment de sécurité présidentielle. Et sur ce plateau de angle de vue, je disais que au lieu de décimer cette troupe, il faut affecter ça à la CEDEAO. La CEDEAO en a besoin, comme une force de terreur. C'était la troupe la mieux formée, la plus équipée de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina. Non, en Afrique de l'Ouest. C'était 1200 soldats, les plus formés, avec les équipements les plus modernes, les renseignements les plus sûrs. Pour soutenir un dictateur. Tout. Non, bon, oui, mais moi je dis sortir ça du contexte. C'est-à-dire que je ne parle plus de rester au Burkina pour être une troupe au service d'un individu et tout ça. Non, je dis, si nous avons, parce que si nous regardons sur YouTube pour soutenir les choses là, nous ne profitons pas des forces que nous avons. C'était une force. D'abord, vous avez vu, toute la zone est décimée maintenant. Parce que la force qui était capable de faire face à ça, Blaise Compaoré n'a formé aucune autre troupe capable de faire face au terrorisme. Et donc, on a décimé cette troupe-là. Et c'est tout le Sahel qui est en train de souffrir de ça aujourd'hui. N'eût été le Tchad, on est en difficulté totale dans la zone. Donc, bref, la CEDEAO a besoin, dans des pays non stables, de trouver des mécanismes dans sa loi, dans ses textes, pour faire positionner des troupes, afin que même le chef d'État en exercice sache que s'il fait de la dictature, il y a une troupe là qui est capable d'intervenir. Donc c'est ça. Il faut que nous... C'est un élément de stabilisation de nos pays. Et c'est très important qu'il faut positionner des troupes à certains endroits. Même si ce n'est pas dans tous les pays, mais de façon géographique, il faut positionner des troupes pour dire aux gens, si ça dérape, nous allons intervenir. C'est très important pour faire rayer l'ordre. Le chef d'état-major des forces armées bissau-guinéennes avait dit que l'armée n'interviendra pas dans les affaires politiques. Moi, j'ai écouté. Mais il a dit. Il a dit. Donc, je crois qu'on ne peut pas prendre un pays en otage. La mission doit avoir une durée. Et quand ça finit, ça doit se replier. Sinon, donc, nous aussi, nous aurions besoin de cette troupe-là ici. Mais un truc qu'un dictateur a monté, pas pour défendre le pays, pour le soutenir. S'ils étaient aussi forts, lorsque la population a envahi les rues, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ah bon? On a extirpé le dictateur, on l'a exfiltré, vous dites non? Et puis, il est parti, il a fui. J'ai eu l'occasion de faire un document assez documenté que je vais mettre à votre disposition par rapport à la situation au Burkina. Le régime de Blaise Compaoré n'était pas tombé. Oui, le temps est parti à cette émission. Blaise Compaoré a paniqué, a fui. Son régime n'était pas tombé. C'est pas lui qui dirige aujourd'hui. Rapidement, votre mot de fin par rapport à la situation. Je souhaite vraiment suffisamment de liberté en Afrique. Il ne faut pas qu'on gouverne par des lois, mais il faut que l'état de droit prévale. Voilà. Deuxième tour, 29 décembre. Qui l'emporte? Je souhaite que ce soit le parti le plus organisé afin que le régime soit stable. Voilà, vous êtes Patrick Aman-Pouillon, vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Dedan Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, candidat des droits de l'homme. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Oui, coach.